c'est la deuxième partie de Politicia, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à la double attaque terroriste qui a frappé le Burkina Faso le vendredi 2 mars. Mes trois invités sont avec moi, Maître Issaka Zampaligré, avocat au barreau de Paris, Bakary Traoré, journaliste spécialiste du Sahel, analyste politique, et mon ami Maïga Mahmoud Alpha. Vous êtes vous aussi journaliste anthropologue et vous êtes écrivain, auteur de Mali, le chaos généralisé. Merci à vous. Alors, Monsieur Maïga, vous disiez effectivement, vous évoquiez un point important à la fin de la première partie de notre émission. Vous disiez, tout le monde sait où se trouve Iyad Agali, c'est-à-dire le chef du groupe terroriste qui a revendiqué la double attaque de Ouagadougou. Mais bien sûr. La question c'est pourquoi on ne le capture pas? Pourquoi on ne le capture pas? Il y a quelques facteurs que j'ai dit comme ça au hasard. D'abord, Iyad est de l'aristocratie, la crème de la société de Kidal. C'est le neveu du Aménokal qui est décédé. Il est intouchable dans la région de Kidal. Peut-être l'État malien ou les autres États ont peur de rallumer une flamme nouvelle. Peut-être, c'est une hypothèse. Ensuite, on sait très bien que Iyad fait l'affaire de tout le monde. Comment ça, l'affaire de tout le monde? L'affaire de tout le monde. Je vais donner deux exemples. Oui. Iyad, que j'ai traité dans ce livre-là, oui, dont j'ai parlé, en quatrième de couverture, j'ai parlé de Iyad, tout à fait, qui a déclenché une rébellion, des rébellions, et qui s'est rendu incontournable. Du coup, il est à la fois sous la protection, sous le parapluie de l'Algérie et sous le parapluie des Français. Je vous demande pardon. Dans le contexte de Kidal, du statut particulier de Kidal, parce que c'est un statut particulier. Mais aujourd'hui, c'est le fait. Monsieur Maïga, moi je veux bien qu'on fantasme, mais est-ce qu'il n'y a pas contradiction? Non, mais c'est une contradiction flagrante. Je ne vois pas comment l'Algérie qui joue entre le Mali et les rébellions, qui a réussi jusqu'à héberger les négociations entre les mouvements rebelles et l'État malien, sait très bien où se trouve Iyad. Maître Issaka Zampaligré, vous aviez, vous aussi, effectivement, fait état de l'importance de l'Algérie et dans la lutte contre le terrorisme et dans la sous-région. Peut-on comprendre alors pourquoi l'Algérie ne fait pas partie du G5 Sahel? Très bien. On ne peut pas le comprendre. Et de même qu'on ne peut pas comprendre pourquoi le Nigeria n'en fait pas partie. Oui. Le Nigeria, la plus puissante armée de la sous-région ouest-africaine. Le Big Brother de notre Afrique occidentale n'en fait pas partie. Comment est-ce qu'on peut arriver à un attelage qui réussisse si les origines profondes même du mal ne font pas partie des acteurs voulant traiter le mal? Parce que nous avons l'Algérie, qui est très diplomatiquement proche de la France. Nous avons la France qui fait partie des pays donateurs de la force du G5 Sahel. Oui. Mais paradoxalement, nous constatons que de sa tanière algérienne, Iyad vient semer la désolation, la tristesse, et on pense qu'il y a un G5. Je considère que l'utilité de ce G5 aurait été, si ce groupe devait demeurer, d'organiser un droit de poursuite qui permette à des soldats burkinabés de poursuivre ces terroristes jusque dans leur tanière. Vous évoquez, vous posez une question très intéressante, Maître Issaka Zampaligré, c'est comment peut-on juguler le terrorisme dans cette sous-région si on n'associe pas effectivement les géants comme le Nigeria et l'Algérie? Mais avant de poursuivre, je propose qu'on écoute ce que dit à ce propos le président du Niger, Issoufou Mahamadou. Il s'est prononcé ce lundi à Ouagadougou. C'était donc lors de sa visite de courtoisie à son homologue burkinabé Roch Marc Christian Kaboré. On écoute le président du Niger, Issoufou Mahamadou. On en parle après. Nous renforcerons donc nos capacités avec nos alliés, nos capacités opérationnelles, nos capacités de renseignement. Et je suis sûr qu'avec cette mutualisation, nous allons non seulement vaincre le terrorisme sur le plan militaire, mais aussi nous allons créer les conditions du développement économique et social de l'ensemble des pays du Sahel. En tout cas, c'est dans cette perspective que nous avons mis en place la force conjointe du G5 Sahel,
qui travaille étroitement avec la force Barkhane et qui travaille également en collaboration avec la MINUSMA. C'est également dans cette perspective que le G5 Sahel a conçu un plan d'investissement prioritaire qui a pour objectif le renforcement de la gouvernance dans les pays du G5 Sahel, la réalisation des infrastructures, la résilience des populations et le développement humain, surtout dans les zones fragiles qui sont soumises à la violence du terrorisme. Encore une nouvelle fois, Monsieur le Président, toutes mes condoléances et toute notre solidarité, la solidarité de l'ensemble des peuples du Sahel à l'endroit du peuple burkinabé. Je vous remercie. C'était donc le président Issoufou Mahamadou du Niger, président en exercice du G5 Sahel. On va dire quoi? En termes théoriques, il a brossé un peu la problématique. Mutualisation des moyens militaires de renseignement, poursuite de vraies politiques de développement pour lutter contre la pauvreté. Reste cependant sur la table pourquoi les géants sont exclus de la stratégie. Il parle de stratégie, qu'il y a une stratégie commune des pays du G5 Sahel. La question, c'est est-ce que quand même les pays du G5 Sahel peuvent réussir à atteindre les objectifs fixés, même si le Nigeria et l'Algérie ne participent pas à cette coalition et à cette force du G5 Sahel? Monsieur Zampaligré, Maître Zampaligré. C'est peut-être possible, mais là encore, il faudrait une collaboration très très franche avec les différents partenaires. Voilà, les différents partenaires du G5 devraient admettre que, comme les terroristes n'ont pas de frontières, oui, qu'il ne puisse plus y avoir de frontières entre ces pays du G5. Dans la traque, voilà, dans la traque des terroristes. Voilà. On ne peut pas admettre des gens qui utilisent un critère de mobilité régionale sans pour autant utiliser le même véhicule. Si les différentes rigidités des souverainetés demeurent, si chacune des armées se considère toujours comme une armée particulière, tout ça, c'est très beau, mais des réunions aussi nombreuses comme celle-ci auront toujours lieu au plus haut niveau politique, sans qu'on ait de résultats palpables. Ce qu'il nous faudrait aujourd'hui, ce sont des armées qui sont mobiles et indistinctement de leur nationalité, pour traquer dans leur tanière et négocier pour ceux qui n'en font pas partie aujourd'hui des droits de poursuite sur le sol algérien. Absolument. D'accord. Monsieur Maïga, oui. C'est peut-être plus facile sur un plateau de télévision d'imaginer la fin du terrorisme que dans la réalité. Oui. Dites-nous, l'attaque de Ouagadougou pouvait-elle être évitée? Le mode opératoire de ces assassins, oui, ce qu'on appelle les djihadistes, etc., oui, le mode opératoire est très très complexe. En général, il se faufile pour trouver des tenues des armées en face desquelles ils se trouvent. Mais même au-delà de la logistique. Les véhicules, c'est un jeu de souris. Ok, c'est un jeu de souris qu'ils font. Trouver des tenues des armées en question, trouver des véhicules et des véhicules peints aux couleurs des armées, oui, qui circulent, au moment où on se rend compte, le feu est ouvert. Donc la réponse est non. La réponse c'est que c'est difficile. C'est difficile. Il faut mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. Un système de renseignement pointu où on implique justement les populations internes. Et intégrer aussi au niveau du renseignement et de l'information, c'est notamment dans le cas malien, les groupes d'autodéfense qui sont aussi bien informés de la circulation de ces bandits-là qu'eux-mêmes. Bon, voilà, les Gandakoy, Gandaizo, ils sont sans doute plus efficaces que les drones. Ils sont plus efficaces que les drones, parce que l'information va de maison à maison, de foyer à foyer, de campement à campement. Ils savent tout. Moi, j'en viens. J'aurais fini. Oui. Je ne fais pas journaliste de bureau. Je suis un journaliste de terrain. Tout ce que je dis, ce n'est pas sur la base de dépêches. C'est sur la base du vécu et d'observation directe. Je connais l'ensemble. Vous pensez que si on renforce effectivement les mouvements d'autodéfense et le renseignement, la solution sortira de là. Et maintenant, au niveau des États, la question de l'Algérie doit être posée de manière honnête, concrète.
cette ambivalence de l'Algérie mérite d'être évoquée tout de même. Mais pendant que vous y êtes, pourquoi la France ne favorise-t-elle pas l'intégration de l'Algérie? Pourquoi la France se contente-t-elle, sans doute, je ne sais pas, mais je vous laisse le dire. Bon, l'histoire entre la France et l'Algérie... De la mise à l'écart de l'Algérie. Oui, entre la France et l'Algérie, c'est une vieille histoire. Conflictuelle, au demeurant. Et ensuite, l'Algérie a permis quand même l'autorisation du survol de son espace aérien. Oui. Quand Serval intervenait au Mali. Oui. Il y a toutes ces choses qui me dépassent complètement, qui sont de l'ordre diplomatique et géostratégique, oui, sur lesquelles je ne peux pas m'exprimer pour des raisons prudentes, de prudence. Monsieur Bakary Traoré, les Burkinabés découvrent sans doute à leur grande stupéfaction que les terroristes qui ont frappé le Burkina Faso étaient des Burkinabés. Et peut-on imaginer que ces terroristes ont bénéficié des complicités au sein de l'armée? C'est l'enquête qui nous le déterminera. Je pense que c'est trop tôt de répondre par l'affirmative à cette question. La prudence nous condamne donc d'attendre les conclusions de l'enquête qui est en cours. Je pense que Maître nous le dira. Mais je voudrais rebondir sur 2 points, notamment le droit de suite qui a été évoqué par Maître Zabaligré et le Yadagali. Alors précisez, quand vous dites le droit de suite, c'est la possibilité pour un État de poursuivre, de traquer des terroristes dans un autre État. Effectivement, c'est un point très important et très essentiel dans la lutte contre le terrorisme. Le Nigeria, le Cameroun, je disais tout à l'heure, le pratique dans une certaine mesure. Je disais tout à l'heure que ces groupes armés, dans leur logique de fonctionnement et leur mode opératoire, ne connaissent pas les frontières. Et je pense que nos chefs d'État, ils en sont conscients, et c'est pourquoi ils ont prévu dans le G5, dans le dispositif de lutte contre le terrorisme au niveau du G5, un droit de poursuite sur 50 km. Est-ce qu'aujourd'hui, ces 50 km suffisent pour aller traquer ces groupes dans leurs confins du Sahara et du Sahel? Je ne pense pas. De toute façon, les terroristes sont informés. Il suffit d'aller au-delà de 50 km pour être à l'abri. Je ne pense pas. Et je pense que c'est un appel, c'est des signaux par rapport aux initiateurs de ce projet. Le deuxième point qui a été évoqué par Maïga concernant Yadagali, je pense que déjà, ça touche le doigt sur le point d'orgue de cette crise-là. Pourquoi? Parce que Yadagali, déjà, ça tord le coup à l'idée de plusieurs commentateurs qui disaient que le Niger a pu gérer la question Touareg, parce qu'il ne faut pas l'oublier aussi de cette question Touareg qui est à la base des différentes rébellions dans le nord du Mali et qui aujourd'hui a pris de l'ampleur avec le phénomène du terrorisme. Pour dire que non, une franche partie des populations maliennes n'ont pas su être intégrées au Mali, et c'est pourquoi la question est beaucoup plus pressante. Le Mali est le ventre mou de la lutte contre le terrorisme et non le Niger. Je pense que c'est une fausse route. Absolument. Dès lors que Yadagali, comme il a dit, et Yadagali c'est un symbole. Et beaucoup de Touaregs maliens qui ont bénéficié de cette réintégration ou réintégration, soit au niveau de l'armée ou au niveau de ces secteurs socio-économiques, mais qui, malgré tout, n'a pas empêché, bien sûr, ces problèmes de retardisme. Mais soit dit en passant, Yadagali, ça évoque 2 choses, à mon avis. D'abord, le fait que... Il symbolise quoi? Il représente quoi aujourd'hui? Le statut d'intouchable, à mon avis. Exactement, tout à fait. Le statut d'intouchable. Yadagali, et ça évoque, et ça interpelle les dirigeants du G5 Sahel, parce que je pense qu'il faut évoluer de ce G5 Sahel. Ils en sont conscients, les chefs d'État, pour aller vers un G8 ou un G7, en associant bien sûr l'Algérie et le Nigeria, et pourquoi pas aussi le Cameroun. Parce que, n'oublions pas, le G5 Sahel a été créé sur les cendres du comité d'état-major opérationnel conjoint, CEMOC. C'est vrai. Qui a été créé en 2010 sous l'impulsion du président Amadou Touré. Et sans résultat concret. Malheureusement, c'est un pays. Malheureusement, cette structure. Mali malheureusement, le CEMOC est mort-né. Et finalement, du coup, petit à petit, l'Algérie s'est sentie un peu isolée à l'écart par rapport à tout ce dispositif.
au nom de son nationalisme et aussi au nom de toute non-intervention des grandes puissances comme la France dans le Sahel ou dans le Sahara. Et ça pose toute la complexité et la problématique de la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. La problématique de la lutte contre le terrorisme. Vous avez posé la question à un moment donné, où se trouve Yad, pourquoi on ne combat pas Yad, où il est, etc. On le savait où il est. On ne peut pas être incapable, avec tous ces dispositifs, les 4 000 hommes du Barkhane, les 13 000 hommes de l'aménagement, les forces armées maliennes et les différentes armées qui sont dans les différents pays, et ces drones des États-Unis, au Niger, au Burkina, n'arrivent pas à contrer Iyad Agali. Là-bas, on sait où se trouve Iyad. On sait très bien où se trouve, comment il s'appelle déjà, Koufa. Amadou Koufa. On sait très bien. Il est localisé dans la forêt de je ne sais où, en terre malienne. Quand vous dites on sait très bien, vous savez peut-être, mais... Je termine, si vous permettez, très rapidement. Donc aujourd'hui, Iyad Agali, dont les services de renseignement évaluent la fusion de leur groupe qui a été faite en mars dernier, à près de 500 éléments. Et comment on n'arrive pas à contrer ces éléments? Je pense que ça interpelle les dirigeants du G5 Sahel de tout faire pour associer... Il n'a pas un camp. C'est des groupuscules, c'est des katibas. Ils évoluent, ils adaptent chaque fois leur mode opératoire. Ils étaient sur des pick-up. Maintenant, ils sont passés sur les motos. Maintenant, ils sont à pied et à dos d'âne. D'accord. Je dois tout de même... Oui, allez-y très rapidement, maître Zamparigaye. Iyad Agali n'a pas forcément la vérité, le monopole de la force tout seul. S'il n'y avait pas de terreau facilitateur de son immersion dans nos sociétés. Et la province du Soum, où de manière répétitive les attentats ou les attaques ont lieu, c'est une région qui a une histoire sociologique et historique très ancienne, où on a des nobles et des esclaves. Le nord du Burkina Faso. À l'intérieur du Soum, il y a encore des survivances de cette hiérarchisation sociale où les Rimambés sont perçus comme étant des sous-hommes et qui ne peuvent pas accéder à des fonctions nobles telles qu'être imam ou même député et ainsi de suite. Il y a des substrats sociologiques. Il y a des substrats sociologiques qu'il faudrait s'évertuer à identifier et à détruire, en plus du désœuvrement total et l'absence d'avenir de la jeunesse du fait de la pauvreté. Et j'ajouterai à la fin que je constate quand même que dans toute cette zone-là, il y a cet islam rigoriste venant de l'Arabie saoudite et qui nous exporte le conflit avec les Iraniens, donc les chiites, et dont nous n'avons pas besoin. Or, ce sont les seuls qui sont les fournisseurs de bourses de nos étudiants qui vont apprendre cet islam-là et quand ils reviennent, ils deviennent en fait les adeptes de cette théorie-là. Peut-être qu'on devrait favoriser et solliciter des pays comme les Émirats, comme le Maroc, qui ont des possibilités de donner des bourses et une doctrine islamique traditionnelle plus alliée à notre islam traditionnel, plutôt que de laisser nos enfants aller apprendre chez les Saoudiens, les Wahhabites, les rites Wahhabites, et qu'ils reviennent mettre en fait... En appui, je peux apporter un complément d'information par rapport à ce qu'il dit. Le Maroc pratique déjà cette politique d'aide à la formation des imams avec le Sénégal. Et le Mali, 500 boursiers maliens pour la formation des imams. Et en plus de ça, le Premier ministre malien, Choumeli Boubey, dans sa visite dans le centre de Mopti, a annoncé justement dans le cadre de la mise en œuvre de la décentralisation, les écoles coraniques qui étaient laissées à elles-mêmes vont être intégrées dans le secteur formel de l'État. Et je pense que c'est une très bonne chose pour récupérer ces potentiels djihadistes ou terroristes qui n'aillent pas directement dans les baies des terroristes. Je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième partie de la télévision. À tout de suite.